19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. À l'occasion du 1er mai, le président algérien Abdelmadjid Tebboune adresse un message aux Algériens et les appelle à adhérer au processus de changement que connaît l'Algérie nouvelle. Un 1er mai marqué par d'importantes manifestations dans plusieurs villes du Maroc. Normalisation avec l'entité sioniste, répression, cherté de la vie ou encore chômage. Ils étaient des centaines à crier leur ras-le-bol. Un nouveau nom s'ajoute aux victimes de l'occupation sioniste. Djibril Al-Lada, jeune palestinien de 17 ans, a été assassiné ce lundi à Reha. Au Soudan, des raids aériens, des tirs et des explosions secouent Khartoum ce lundi. Malgré une trêve dans les combats entre l'armée et les paramilitaires, le pays passe à l'état de catastrophe sanitaire selon l'OMS. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Tout d'abord, cette lettre adressée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune aux travailleurs algériens à l'occasion du 1er mai. Une lettre dans laquelle il appelle les Algériennes et les Algériens à adhérer au processus de changement que connaît l'Algérie nouvelle dans cette phase, soulignant que les acquis obtenus dans le monde du travail attestent de la détermination de l'État à préserver la dignité du citoyen, à ériger le travail en une valeur essentielle pour l'édification d'une économie moderne et forte. Le président Tebboune s'est également incliné à la mémoire des deux martyrs, Aïssa Tidir et Abdelhaq Ben Hamouda, et de leurs compagnons, parmi les syndicalistes et les travailleurs tombés en martyrs durant la glorieuse guerre de libération, ainsi que les martyrs du devoir national qui, à travers leur position nationaliste audacieuse, ont barré la route aux partisans de l'extrémisme violent et du terrorisme barbare durant les années de la tragédie. Mobilisation historique à Paris et dans plusieurs villes de France, toujours à l'occasion du 1er mai. Ils étaient des centaines de milliers à battre le pavé parisien, selon les syndicats, sur fond de crise sociale en conséquence de l'adoption de la très contestée réforme des retraites. Un climat de tension a remplacé les habituels cortèges festifs du 1er mai. Sofiane Baroudi. Plus d'un demi-million de manifestants auraient battu le pavé de la capitale française en ce 1er mai, journée internationale du travail et des droits des travailleurs. La masse des manifestants à Paris dépasse de loin le volume habituel de traditionnels cortèges du 1er mai. Plusieurs villes françaises ont également connu des manifestations de très grande ampleur selon la CGT. Ils étaient 100 000 à Toulouse et 130 000 à Marseille, d'après les chiffres donnés par la centrale syndicale, 10 fois moins selon les chiffres de la police. Le Havre, Lyon, Nantes, Bordeaux ou encore Lille, à l'instar de plusieurs villes, ont également vu défiler des cortèges à l'allure imposante. Un climat de tension marque la journée de mobilisation pourtant traditionnellement festive. Des confrontations et des échauffourées ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants dans plusieurs endroits. Le mouvement de contestation accuse la police de faire appel à des procédés de répression et de faire preuve de violences récurrentes à leur encontre. Pour rappel, le Conseil européen avait épinglé plusieurs fois Paris, appelé à respecter les libertés fondamentales et à tempérer l'usage de la violence contre les manifestants. Cette journée de mobilisation est qualifiée d'historique par la plupart des observateurs. Elle a lieu sur fond de crise sociale et de grogne citoyenne aiguë, en conséquence à l'adoption contestée de la loi sur les retraites, qualifiée d'antidémocratique après le passage en force via l'utilisation du 49.3 et la promulgation du texte malgré les vives oppositions de l'intersyndicale ainsi que du mouvement de colère citoyenne prolongé qui a entraîné de multiples actions de blocage, de débrayage et de grève dans plusieurs secteurs économiques. Bon, je pense qu'il n'est pas urgent de retourner à la table de négociation, franchement pas. Sinon ça veut dire d'une certaine manière, ça pourrait donner l'impression qu'on tourne la page, c'est ça que veut le pouvoir. Et je pense qu'il faut au plan local, régional et national, clairement marquer que de toute façon, on ne tournera pas la page et on va continuer inlassablement. Il ne faut pas tourner la page parce que derrière, il y a ces millions de salariés qui disent ne tournons pas la page. Le président français Emmanuel Macron, ne disposant pas d'une majorité confortable au Parlement, se retrouve donc confronté à plusieurs oppositions, à sa droite comme à sa gauche, dans l'hémicycle, où il risque une situation de blocage institutionnel. Il devra également gérer les effets de la colère populaire qui s'exprime par des procédés de plus en plus radicaux, alors que le vieux continent, en crise multidimensionnelle, avance sur des charbons ardents.
En Angleterre, les infirmières réclament des augmentations de salaire. Depuis hier soir, une nouvelle grève touche la moitié des services du système public de santé dans le pays. Un débrayage qui durera jusqu'à ce soir minuit pour réclamer des augmentations de salaire. Au Canada, l'Alliance de la fonction publique annonce la conclusion d'ententes contractuelles de principe avec le Conseil du Trésor pour plus de 120 000 employés du gouvernement fédéral à travers le pays. La grève nationale est maintenant terminée pour ces travailleurs. Au Proche-Orient, la journée internationale des travailleurs intervient alors que l'entité sioniste applique de multiples mesures en vue d'étouffer les Palestiniens déjà sous blocus, une situation qui a réduit au chômage 367 000 personnes, un chiffre révoltant sur lequel revient Mohamed Ali Ben Chaban. Les travailleurs palestiniens célèbrent ce lundi la journée internationale du travail. Une occasion pour commémorer les efforts des travailleurs et des dirigeants syndicaux décédés dans le monde et ont appelé à limiter les heures de travail à 8 heures par jour et à améliorer les conditions de travail. La situation du travail en Palestine est loin d'être stable dans tout le territoire du pays. Malgré cela, le nombre des chômeurs a légèrement baissé en 2022. Dans la bande de Gaza, le blocus sioniste imposé aux Palestiniens depuis 2007 détériore davantage les conditions du travail. Les mesures despotiques ont accéléré le taux de chômage chez les jeunes. Rien que dans cette région, le nombre total des jeunes non salariés est d'environ 250 000 personnes inactives. Selon les dernières statistiques de l'Observatoire euro-méditerranéen des droits humains, environ 1,5 million de personnes à Gaza vivent dans la pauvreté et la précarité en raison des restrictions de l'entité sioniste. Fêtes religieuses, mois béni du Ramadan ou encore journée internationale des travailleurs. Le peuple palestinien, sous pression d'exactions sionistes, suffoque et continue à subir les affres sionistes sous un silence assourdissant de la communauté internationale. Et la Palestine pleure justement un nouveau martyr ce lundi. Le ministère de la Santé a annoncé le décès de Djibril Al-Lada, âgé de seulement 17 ans. Il a succombé à ses blessures suite à une nouvelle prise d'assaut par les forces de l'occupation sioniste du camp de Aqabat Jabr au sud d'Ariha. 6 autres Palestiniens ont également été blessés lorsque les forces de l'occupation ont tiré à balles réelles sur les résidents. Direction le Soudan à présent, où des raids aériens, des tirs et des explosions ont de nouveau secoué Khartoum ce lundi, malgré une trêve des combats entre l'armée et les paramilitaires. La situation humanitaire est proche du point de rupture. Selon l'ONU, les combats ont fait quelques 530 morts et 4600 blessés selon des chiffres officiels largement sous-évalués. Naila Hamouda. Trêve après trêve, souvent prolongée et peu respectée. Des raids aériens, des tirs et des explosions ont de nouveau secoué Khartoum, la capitale, en ce jour du 1er mai. Malgré une nouvelle prolongation de 72 heures de cessez-le-feu, sous médiation des États-Unis et de l'Arabie saoudite, les alentours du palais présidentiel ont été le théâtre d'affrontements entre les deux camps. Et comme à chaque fois, l'armée et les paramilitaires soudanais s'accusent mutuellement de violer la trêve. Volker Perthes, l'envoyé spécial des Nations Unies au Soudan, a déclaré que les deux parties au conflit ont convenu d'envoyer des représentants pour mener des négociations qui auront lieu en Arabie saoudite. Selon Perthes, les négociations se concentreraient initialement sur l'établissement d'un cessez-le-feu stable et fiable, supervisé par des observateurs locaux et internationaux. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé l'envoi au Soudan de son adjoint aux affaires humanitaires. Selon lui, l'échelle et la vitesse à laquelle se déroulent les événements au Soudan sont sans précédent. De son côté, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a annoncé lundi la reprise de ses opérations au Soudan, qui avaient été suspendues après la mort de 3 de ses collaborateurs dans les combats entre les deux protagonistes.
Sidney McCain, la directrice de l'agence onusienne, a annoncé lundi sur Twitter la levée immédiate de la suspension de ces opérations car la crise au Soudan pousse des millions de personnes vers la famine. Pendant ce temps, les opérations des évacuations des résidents étrangers se poursuivent. Entre 200 et 300 Américains ont quitté le pays à bord d'un navire à Port-Soudan. Les combats gagnent du terrain, ils s'étendent à 12 des 18 États soudanais. Si le conflit continue selon l'ONU, 270 000 personnes pourraient fuir le pays. Et avec des pénuries en tout genre et un manque alarmant de personnel, la situation au Soudan est de plus en plus inquiétante. Le pays passe à l'état de catastrophe sanitaire selon l'Organisation mondiale de la santé. Naliman Zekar. Manque de personnel, sous-équipement, pénurie ou encore épidémie. La crise sanitaire au Soudan devient de plus en plus catastrophique avec le conflit qui fait rage depuis une quinzaine de jours. Les hôpitaux et dispensaires du pays ont été pour beaucoup bombardés, occupés par des hommes armés ou n'ont aujourd'hui plus de personnel ou de stock de médicaments. Les combats, surtout à Khartoum et au Darfour, ont fait plus de 500 morts et près de 5000 blessés selon les chiffres officiels, largement sous-évalués. La dernière mise à jour fait état d'une situation humanitaire au Soudan très préoccupante. De nombreuses personnes actives et formées dans le secteur de la santé fuient le Soudan. Il y a un retrait de nombreuses ONG et d'organisations gouvernementales en raison d'attaques directes. Par tous les moyens, c'est un désastre. Une pénurie qui ne pouvait pas plus mal tomber, alors que des maladies telles que la malaria ou le choléra pourraient faire des ravages en raison du manque d'eau potable. Le matériel médical manque et les bombardements ont déjà détruit une quinzaine d'hôpitaux. En chiffre, environ 61% des instituts médicaux de Khartoum ont cessé de fonctionner pour les raisons que j'ai mentionnées. En plus des attaques militaires directes, de l'occupation militaire de ces instituts et du licenciement de leur personnel. 23% des hôpitaux de Khartoum fonctionnent partiellement et 16% travaillent à pleine capacité. Alors que le drame humanitaire empire, l'ONU a suspendu ses activités au Soudan après la mort de 5 humanitaires. De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge est parvenu dimanche à acheminer 8 tonnes d'aide, une première depuis le début du conflit. Dans l'actualité également, le président du Conseil de la Choura du Royaume d'Arabie Saoudite, le docteur Abdullah Ben Mohammed Ben Ibrahim Al-Sheikh, est arrivé ce lundi à Alger pour une visite de 5 jours, une visite au cours de laquelle il aura des entretiens avec des responsables parlementaires et gouvernementaux. Cette visite vise à approfondir les relations exemplaires entre l'Arabie saoudite et l'Algérie, mais aussi les relations fraternelles entre le serviteur des 2 saintes mosquées et le président algérien. Cette visite s'inscrit également dans un cadre naturel qui doit être plus fort sur tous les plans. C'est le but de notre visite à travers laquelle nous allons évoquer plusieurs sujets et trouver certainement des accords bilatéraux. En réalité, l'Algérie est un pays pour tous ses visiteurs, même pour ceux qui ne l'ont pas visité, une fierté. L'Algérie est très riche en histoire et devenant un modèle pour certains pays. Cela ne l'a pas fait sortir de son vrai cadre. L'Algérie continue à préserver son arabité, la religion et ses principes. Présidentielle en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a débuté ce week-end sa campagne électorale. Arrivé au pouvoir il y a 20 ans, alors que la Turquie sortait d'une période d'inflation galopante, le président sortant devra affronter, lors du premier tour de cette présidentielle prévue le 14 mai, son principal rival, le chef de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu. 100 binler geliyor. Sandığa yürüyor 100 binler. Des centaines de milliers de personnes arrivent. Des centaines de milliers de personnes marchent vers les urnes. Le 14 mai arrive. Sommes-nous prêts pour le 14 mai? Sommes-nous prêts à sortir une victoire écrasante? Frères et sœurs, vous n'y trouvez rien d'autre que des mensonges. Savez-vous qui est le plus important hôte des mensonges? Si vous voulez prendre une leçon de mensonges, adressez-vous à Kemal. Il est un expert en la matière.
Mais le 14 mai, si Dieu le veut, ma nation les fera politiquement morts. Hazır mıyız buna? En mode économie, la bourse de New York a ouvert proche de l'équilibre ce lundi après la reprise de la banque régionale en difficulté, First Republic par JP Morgan, alors que la semaine s'annonce chargée avec une décision monétaire de la Fed. Sport football, dans cette édition, on ouvre le dossier Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. La sélection algérienne a effectué ce soir une dernière séance d'entraînement au Centre technique national de Sidi Moussa avant d'affronter demain mardi le Sénégal, co-leader du groupe A, à 17 h au stade Nelson Mandela. La victoire est importante pour la sélection algérienne si elle veut garder son fauteuil de leader et se qualifier en tant que premier du groupe. Les deux sélectionneurs se sont justement exprimés en conférence de presse d'avant-match. Les deux nations ont fait une bonne entame de la première journée, donc ça va pas être le même match. Donc on peut dire qu'après le premier match, nos joueurs ils se sont un peu libérés de la pression du match d'ouverture. Je l'ai toujours dit que voilà, le match d'ouverture il est difficile de l'entamer. Mais un match aussi, un deuxième match contre le Sénégal, contre une nation prétendante qui sont venus là pour jouer le premier rôle. Donc ça va être un autre match avec d'autres caractéristiques. Bien sûr, ça va pas être la même valeur, sans sous-estimer la valeur de la Somalie, mais ça va être un match très très difficile pour les deux. Là, je pense qu'on va avoir un match très difficile. La poule départ était supposé un peu difficile parce que ça veut dire que c'était un match qu'on attendait qui supposait très difficile. Et après avoir choisi l'Algérie, le jeune joueur international Younes Ben Ali a payé les frais de son choix. Le joueur fait face à des menaces converties en résiliation de son contrat. Une nouvelle décision scandaleuse du FC Nantes après avoir écarté Jawen Hadjem. Durant le mois de Ramadan, le club poursuit sa politique discriminatoire. Je vous propose de l'écouter. J'ai toujours respecté le FC Nantes depuis que je suis petit. J'ai tout bien fait là-bas. Maintenant, cette année, j'ai eu la possibilité de représenter mon pays, qui est l'Algérie. Et voilà, c'est pas donné à tout le monde de représenter ce pays parce que c'est vraiment exceptionnel. Être algérien, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Être algérien, c'est une grande fierté. Donc, j'ai tout bien fait. Bien sûr, avec le club, on n'était pas trop d'accord sur quelques points. J'ai respecté tout ce que j'avais à faire. J'ai décidé d'aller en Algérie. Donc voilà, moi je n'ai pas fait de choses mauvaises. J'ai pas été irrespectueux. J'ai fait un choix qui est de représenter l'Algérie. Il faut respecter mon choix. Après voilà, il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Mais le plus important, alhamdoulilah, c'est d'aller loin en compétition en cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Pourquoi pas aller en Coupe du Monde, Inch'Allah. Et toujours à propos de la CAN des U17, ce soir le Mali affronte le Burkina Faso pour le premier match du groupe C. Le Soudan du Sud, qui faisait partie de la poule, a été exclu de la compétition. On le rappelle, plus de 3 joueurs ont été reconnus comme étant inéligibles par les tests IRM. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.